en grandissant, j'avais le désir de plaire. Je m'en suis rendu compte avec le temps seulement. Il y a encore des séquelles de ça que je vois dans ma vie. Là. Ma personnalité est telle que j'aime pas trop contrarier les gens et j'aime faire plaisir. Et ça veut dire que parfois faire plaisir, ça veut dire faire des choses pour les autres qui ne te conviennent pas à toi, mais que tu fais pour faire plaisir aux autres, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, je voudrais que mes enfants, par exemple, puissent faire vraiment ce que eux ils pensent. Moi, je peux les guider. Et en fait, je crois que c'est ça que mes parents faisaient, c'est que moi, ma personnalité telle que ils étaient seulement guides pour moi. C'est ce que moi, j'allais plus loin que non, je veux vraiment leur montrer que je suis capable de faire telle chose et tout et tout. Je veux leur montrer. Mais non, mais à toi aussi, qu'est-ce que tu veux faire toi-même? Qu'est-ce que tu veux te montrer à toi-même? Et donc, c'est ça peut-être l'emphase que j'aurais avec mes enfants si j'avais à faire une petite nuance là, par rapport à comment j'ai réagi à ces conseils-là, finalement. Bienvenue au 31e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Les gens de ma génération trouveront peut-être la voix de mon invité d'aujourd'hui étrangement familière sans toutefois pouvoir exactement la replacer. À l'adolescence, Bélou Kayembe a participé à toutes sortes d'émissions de télé populaires au Québec, notamment le Club des 100 watts. Malheureusement pour nous, elle a pris l'habitude de choisir le chemin le plus difficile. Elle a choisi une carrière en génie et s'est expatriée aux États-Unis. Au fil de cette conversation, on cause de ses racines au Congo, le pays qu'elle a quitté alors qu'elle était bébé, mais qu'elle a redécouvert avec bonheur 30 ans plus tard et de ses projets d'avenir pour y retourner plus souvent. On parle de grandir au Québec, plus souvent qu'autrement la seule personne noire à l'école ou sur la rue, de sa stratégie peut-être parfois inconsciente derrière les choix d'études et de carrière qu'elle a fait. On parle du choc de perdre sa mère trop jeune et de se glisser à sa place dans le rôle de pilier familial, et de son projet de vivre en excellente santé jusqu'à au moins 100 ans. Merci de partager ce moment avec nous. On se retrouve à la fin. Bienvenue à La Quarantaine. J'ai le très grand bonheur d'accueillir une personne que j'avais pas vue depuis très très longtemps, mais dont j'étais très proche il y a 30 quelques années. Mon ami Bélou Kayembe. Bonjour Bélou. Bonjour Brigitte. C'est un bonheur que de t'avoir, mais pour être bien certaine que je peux te garder, quel âge as-tu? J'ai 46 ans maintenant. Ça fait alors, j'ai 46 ans. Oui. 46, ça te rend éligible à la quarantaine, alors on peut continuer. Parfait. J'aimerais qu'on commence cette conversation-là juste en donnant aux gens qui nous écoutent un peu un survol, un aperçu de qu'est-ce que c'est ta vie au quotidien, à quoi ça ressemble quand tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir. Très bien. Donc, le matin, je me lève à 6h30 le matin. Et je m'apprête un peu et je descends pour voir qu'est-ce que font mes enfants. Est-ce qu'ils sont en train de s'apprêter pour l'école? Mes 3 enfants. J'ai un gars de 18, un gars de 16 et une fille de 10 ans. Donc, les 2 plus grands s'installent et je vois que tout le monde est correct et les gens mangent. Les 2 du secondaire s'en vont au secondaire et je dépose ma petite à l'école dans le carpool. Donc, on sort, je la dépose, je reviens et je réserve à peu près 30 minutes à 60 minutes pour aller marcher, soit dans un parc ou dans mon voisinage. Je fais à peu près, je dirais 2 miles. Ouais, c'est ça, 1,5, 2 miles. Et juste pour bien commencer ma journée, n'est-ce pas? Et là, je reviens à la maison, et je m'installe sur mon ordinateur pour commencer à travailler vers, je dirais, 8h30, 9h, et c'est quand je commence à travailler. Et donc, pendant la journée, je travaille, et après, évidemment, je vais chercher ma fille, et mes 2 garçons reviennent à la maison. Et puis, on prépare à manger, je suis avec mon mari, on prépare, et puis on mange, et puis souvent, la soirée, c'est les devoirs. J'aide surtout la petite, je dois avouer que j'aide pas beaucoup aux devoirs ou les gens du secondaire, là, non. Mais plus la petite. Et puis, le soir,
des fois, je fais un casse-tête, assez souvent d'ailleurs. Je sais pas, j'ai comme une nouvelle passion pour les casse-têtes. Et puis, oui, j'écoute la télévision, peut-être une série que j'écoute. Et puis après, c'est ça, ma journée se termine vers, en prenant un thé, et puis vers 22h, 23h, on s'en va dormir. C'est comme ça que ma journée se passe en général pendant la semaine. C'est magnifique. Je dois déduire du fait que tu calcules, la distance de ta marche en, système impérial que tu n'habites plus au Québec. Est-ce que j'ai raison? Ah, c'est un bon indice, ça. Très bien, ouais. En effet. Et donc, j'ai quitté le Québec en 2000, en mai 2000. Donc, ça fait 23 ans que j'ai quitté le Québec. Et maintenant, je suis présentement en Caroline du Nord, à Raleigh. Et on est là à Raleigh depuis, je dirais, 20 ans. Là. Donc, j'étais d'abord au Massachusetts, à Boston, pendant 2, 3 ans. Et puis, après, on est venu en Caroline du Nord. Donc oui, je suis aux États-Unis et c'est le système, ouais, pas métrique, c'est ça. N'est-ce pas? C'est l'autre solution et ton travail, est-ce que c'était déjà de la maison avant la pandémie ou Oh, c'est une nouveauté pour toi? oui, oui, c'est une bonne question. Oui, j'étais déjà à la maison, même avant COVID, avant la pandémie, depuis, je dirais, donc à partir de maintenant, depuis 10 ans à peu près, que je suis à la maison à temps plein. Avant, je devais me rendre au bureau là, pour travailler. Quel genre de travail tu fais? Oui, donc je suis dans le domaine de l'information de la technologie et plus précisément, je gère des projets qui sont des projets complexes, des grands projets où on essaie de développer des applications, des solutions pour notre département. Je suis dans le domaine de la santé, en anglais healthcare, et donc il y a plusieurs services et solutions pour nos clients qu'on doit développer. Et donc, on gère la conception et l'installation, l'implantation de ces solutions avec une équipe, une grande équipe à travers toute l'entreprise. Wow, wow, wow! OK, ben, j'ai hâte de savoir comment tu t'es rendu là et on va commencer par reculer d'aussi loin que tu veux. Il y a des gens qui me parlent quand je pose la question de leurs racines, en gros, ils savent où sont nés leurs parents, puis ça s'arrête là. Il y en a Mhm. d'autres qui, vont fouiller beaucoup plus profondément dans leur généalogie. Raconte-moi ça comme tu veux. Parle-moi de tes OK, racines et de tes origines. d'accord. Donc, je suis née en Afrique, dans la République démocratique du Congo, RDC, à Kinshasa, qui est la capitale. Et, mais en fait, quand je suis née, 1 an après ma naissance, on a quitté le Congo pour immigrer au Canada, à Montréal, plus précisément. Et donc, j'ai vraiment grandi à Montréal jusqu'au moment où, comme je t'ai dit, j'ai quitté pour les États-Unis, là. Donc, je pense que j'avais 22 ans quand j'ai quitté, mais donc, toutes ces 21 années ont été passées à Montréal. Et donc, euh, mes racines sont définitivement africaines ou congolaises. Quand on est venu à Montréal, on était seulement nous quatre, mes parents, mon grand frère, moi-même, et puis ma sœur est née quelques années après notre arrivée à Montréal. Donc c'est la Canadienne, celle qui est née au Canada. Donc les cinq, c'est notre petite famille, les cinq. Mais je dois dire que on a eu un peu comme une famille adoptive dans la communauté congolaise de Montréal. Donc c'est vrai qu'on a laissé notre famille au Congo, mais quand on est arrivé, on s'est rapidement connecté à d'autres familles congolaises qui arrivaient en même temps, immigraient aussi au Canada à cette époque-là, dans la fin des années 70. Et donc, quand j'ai grandi à Montréal, c'est vrai que j'avais ma famille directe, mais il y avait aussi une famille, une communauté congolaise à Montréal avec qui on a partagé beaucoup de moments. Et puis c'est comme notre famille. Je veux dire, on les appelle tonton et tantine. Même jusqu'aujourd'hui, je les appelle encore tonton et tantine. Donc les amis de mes parents, les Congolais, sont arrivés à la même période. Euh, donc c'est vraiment ça d'où je viens, si tu veux. Mais il est clair que je suis une Québécoise. Même quand je parle français, que je m'en vais en France, on sait très bien que je suis québécoise par mon accent. Donc j'ai grandi au Québec. Euh, ça fait partie de mon identité.
Mais le fait que je sois née au Congo et que ma famille est congolaise et que j'ai encore beaucoup d'amis de famille congolais avec qui je parle, j'apprends d'ailleurs maintenant, genre à l'âge de 46 ans, le Lingala, qui est une des langues du Congo, mais qui se parle dans la rue, là. C'est une langue qui se parle dans la rue. Mais maintenant, je l'apprends, tu vois, parce que mes parents me parlaient toujours en français, parce qu'ils se disaient, bon, je veux dire, on n'a pas vraiment besoin de leur parler une autre langue. On parle tous les deux comme parents le français. Mais moi, j'ai trouvé que une fois que je suis allée au Congo, une fois en 2008, être dans la rue, puis oui, les gens parlent français, mais plus ils parlent le Lingala. J'aurais aimé pouvoir aussi comprendre bien, donc c'est maintenant que je suis en train de l'apprendre et je commence à le parler maintenant et ça me rend très heureuse. Et donc, c'est ça, j'ai comme je suis québécoise, mais je suis congolaise aussi et c'est vraiment important pour moi d'avoir comme les deux. Bon, je dois avouer que je suis maintenant aussi américaine, mais bon, ça c'est comme sur mon papier, là. J'ai la deuxième citoyenneté, là, canadienne T'as et pas eu américaine. besoin de renier ta citoyenneté canadienne? Ben, en fait, c'est que le Canada accepte les deux. Les Américains, évidemment, ici, comme je te parle, là, je suis américaine. Bon, mais quand je suis au Canada, bon, il y a les deux qui sont acceptés. OK, OK, OK. Donc, on passera pas le mémo au Homeland Security juste au cas ça les dérange. Ouais, j'avoue. On veut pas niaiser avec eux autres. Non, je blague. Je suis sûre qu'ils sont au courant. Mais je trouve ça fascinant que tu aies décidé d'apprendre le Lingala maintenant. Est-ce que ton père le parle toujours? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que mes parents, le Lingala n'était pas leur langue maternelle. Mes parents avaient une langue différente maternelle. Mon père parle le Chiluba, et ma mère parlait le Swahili. Donc, ils n'avaient pas une langue commune. Leur langue commune, c'était réellement le français. Malgré qu'ils pouvaient parler chacun de leur langue, n'est-ce pas? Mais c'était pas vraiment leur langue maternelle. Donc, la langue commune, c'est le français. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils nous ont pas vraiment enseigné chacun de leur langue. Ils voyaient pas l'intérêt, surtout à Montréal. Mais moi, ça a été vraiment un manque. Et maintenant que je le parle et que je comprends beaucoup de chansons, que j'aime beaucoup les chansons congolaises et que j'interagis aussi avec ma famille qui est au Congo sur WhatsApp, on a vu des vidéos, je commence à leur parler en lingala, ils me répondent. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir communiquer aussi un peu dans la langue. Donc, j'essaie de m'améliorer. Mais ouais. Je trouve ça super cool. Je vais te poser des questions plus tard là-dessus parce que je suis curieuse de voir comment. Ben, en fait, non, je vais y aller tout de suite. Pourquoi OK. pas? Pourquoi pas? Parce que, comme tu dis, bon, tu as été élevé en français, Mhm. mais en même temps, la communauté congolaise était présente dans ta vie. Mhm. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé ou comment cette origine-là, si on peut dire, a évolué au cours de ta vie? Est-ce que tu as continué de t'identifier? Ou on dirait que c'est une nouvelle affaire pour toi de vouloir apprendre la langue, puis Euh, nouvelle, je sais pas nouvelle comment, mais oui, c'est une évolution à travers le temps. Tu sais, quand tu réfléchis à ça, là, on est arrivé au Canada, au Québec, même dans la rive sud du Québec, on était une minorité. Et quand je parle de Longueuil. minorité, ouais, Longueuil. Tu dis Montréal depuis tantôt, là, mais attention, Ouais. vous restiez à Longueuil. Oui, mais on a déménagé d'abord à Montréal. Donc, on habitait à Montréal pendant OK, OK. quelques années, mais après, ils ont déménagé dans la rive sud à Longueuil. Donc, une fois à Longueuil, nous étions toujours minorité, mais minorité visible, très visible, en tant que Noirs. Et, euh, et je crois que souvent, même à l'école primaire, école secondaire, j'étais seule, soit seule, la seule Noire, ou il y en avait seulement peut-être un ou deux. Donc, de m'identifier avec ma culture, c'est la culture québécoise, n'est-ce pas, avec mes amis québécois et tout ça. Pour la plupart, je pense que la majorité de mes amis de l'élémentaire, avec qui même certains d'entre eux je peux parler encore aujourd'hui, et du secondaire avec qui je parle aujourd'hui, et la majorité étaient des Québécois, des Blancs québécois, donc pas nécessairement de d'autres cultures. Et donc, ça fait partie vraiment beaucoup de mon enfance, n'est-ce pas? Et donc, une fois arrivée après le secondaire, quand je suis entrée au cégep, là, j'ai vu ce que ça veut dire, la diversité. Parce que j'étais allée au cégep à Montréal, dans le coin de Côte-des-Neiges, à Ah oui, tu es Marianopolis. allé à Marianopolis, il me semble. Ouais, Marianopolis, exactement. Donc, là, j'ai vu, oh, il y a beaucoup de couleurs ici. Donc, et puis j'ai vu aussi plusieurs autres noirs. Et puis, le fait que, donc, il y a ça qui m'a un peu ouvert l'esprit. Et aussi le fait que j'ai commencé à, la communauté congolaise dont je te parlais, les gens avec qui j'ai grandi, les jeunes avec qui j'ai grandi, là, je commençais à entrer plus en contact avec eux parce que maintenant, je me promène
Je suis plus seulement confinée à Longueuil, je suis à Montréal, je rencontre beaucoup de gens et tout. Et donc, je commençais à avoir un plus grand cercle d'amis qui étaient aussi du Congo ou d'autres Africains et tout ça. Donc, c'est vraiment, ça s'est ouvert pour moi à partir du cégep et puis même ensuite à l'université. Et donc, en s'ouvrant comme ça, donc là, j'ai commencé à être plus, à vouloir comprendre un peu plus ma culture, malgré que mes parents, je veux dire, on écoute beaucoup de musique congolaise à la maison, la nourriture à la maison, ma mère prépare la nourriture congolaise et tout, mais je sais seulement en cégep, à l'université, que j'ai commencé à préparer, moi aussi, à apprendre à préparer. Je demandais à ma mère: comment on prépare le pondu, comment on prépare, c'est un des mets, des feuilles cassava leaves, des feuilles de cassave, ouais, la Ouais, je plante. pense que oui. Et donc, c'est ça. Donc, on prépare un mets comme ça. Donc, c'est là que je commençais à poser des questions pour pouvoir préparer aussi ces mets-là. Et donc, quand tu me poses la question par rapport à comment ma culture a évolué, je crois que c'est à cause de ça, n'est-ce pas? Donc, je me sentais un peu comme la seule noire, mais j'ai pas vraiment réalisé comme telle. Mais à l'élémentaire et au secondaire, c'est juste une fois arrivé au cégep que j'ai réalisé, ah ouais, j'ai vraiment, je réalisais pas que j'étais vraiment toujours la seule noire maintenant. Maintenant, ça s'ouvre un peu. Donc, et là, aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai vraiment, depuis que je suis retournée au Congo, donc, je suis retournée au Congo, on a quitté en 78, OK, à l'âge d'1 an. Et donc, je suis retournée en 2008, 30 ans plus tard. OK? En plus, c'était le même Wow. mois. On est venu au mois de juillet 78. Je suis allée au Congo le mois de juillet 2008 pour la Est-ce première que fois. c'était ton initiative personnelle? Est-ce que c'était juste Oui. toi toute seule ou? Non, mais je suis partie avec j'ai demandé à ma mère de m'accompagner au Congo, mais je voulais définitivement aller au Congo. Et c'était le bon moment d'y aller. Je sais pas pourquoi je suis pas allée avant, mais c'était le bon moment d'y aller. Mes enfants, je les ai laissés avec mon mari, mon époux qui s'est bien occupé d'eux. Je pense qu'ils avaient 2 et 4 ans dans le temps. Et donc, les gars se sont débrouillés sans moi pendant 10 jours en Afrique parce qu'ils pouvaient pas vraiment me rejoindre tellement. Et donc, c'était une belle initiative. Et quand je suis arrivée en Afrique, au Congo, j'ai mis les pieds là, sur la terre où je suis née là, pour la première fois de ma vie. Puis c'est comme si, hey, oui, c'est ici que je dois être, c'est ici d'où je viens, tu sais. Ah. Et puis, le sentiment que j'ai eu en rencontrant ma famille, mes cousins, cousines, Brigitte, je te dis, c'est comme si je parlais à mes cousins, cousines comme si on s'était parlé hier, comme si on s'était vu, genre. Donc, on se parlait comme si on était frères et sœurs. Je suis juste partie de la famille, je suis juste une autre personne, et puis on se promène un peu partout dans la ville, et puis on fait des choses. Il y avait aucune awkwardness, là, c'était pas étrange du tout. On s'est jamais vu depuis que j'ai quitté les 30 ans. Là, donc, il y a eu vraiment un sentiment d'appartenance. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment un amour pour le Congo qui n'était pas là avant que j'aille vraiment voir sur place où je suis née. Donc, c'est à partir de là, donc 2008, donc ça veut dire quoi? J'avais 31 ans? C'est ça? En tout À cas, peu près, ouais. ouais. Donc, c'est ça qui a fait un peu, qui a changé un peu ma vision de ma culture. Et là, j'ai embarqué, et quelques années plus tard, euh, j'ai commencé à vouloir apprendre plus sur mon pays, l'histoire, et puis aussi maintenant la langue que je veux vraiment pouvoir parler. Parce que maintenant, j'ai aussi des projets d'avenir au Congo. Parce que quand je suis allée, c'était beau, c'était bien. Mais je te dis, il y a des choses qui sont pas mal derrière au Congo, là. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement plein d'opportunités, Brigitte. Des opportunités d'affaires, des opportunités de développement, l'agriculture. Mon Dieu, il y a des choses, c'est inconcevable de voir certaines choses qui sont là, qui c'est tellement facile à résoudre comme problème. C'est comme, tu te dis, il doit y avoir une solution facile, et puis j'aimerais pouvoir, à la retraite, retourner encore, et puis, mais vraiment m'installer peut-être temporairement pour essayer de faire des petits projets, là. Donc, c'est pour ça que j'apprends aussi la langue. Wow! Quel parcours fascinant! Moi, je trouve ça, souvent, tu sais, quand tu entends des histoires d'immigration, le narratif, le récit dominant, Mm-hmm. c'est souvent celui de j'appartiens pas ici, puis j'appartiens pas là. Tu sais, tu sais, je suis pas, mettons, il y a même des documentaires qui ont été faits, tu sais, je sais pas, la communauté italienne, là, où Mm-hmm. les gens ont quitté l'Italie quand ils étaient jeunes, ou peut-être qu'ils sont nés à Montréal, par exemple. Puis là, ils se sont toujours sentis un peu pas vraiment appartenant à la culture Mm-hmm. québécoise ou à la culture francophone, qu'importe.
Puis là, il retourne en Italie, mais il s'avère que l'Italie ou l'Espagne ou qu'importe, a beaucoup changé, tu sais, Mhm. depuis qu'il était parti. Puis là, ils appartiennent pas à ce pays-là non plus, tu sais. Puis Ouais, c'était comme dans les limbes de l'immigration. Je pense que c'est une histoire qu'on entend souvent. Je dois t'as dire que raison. moi, je sens ça un peu aussi comme, je me suis pas expatriée très loin, mais bon, je suis en Colombie-Britannique. Ouais. J'ai toujours une petite distance, tu sais, avec la politique locale, avec, tu sais, je me sens toujours, ça fait 17 ans que je suis ici, mais je me sens toujours un petit peu comme une outsider. Mhm, Puis mhm. maintenant, si je vais au Québec, je me sens aussi comme une outsider parce que ça fait 17 ans que je suis Que t'es partie, pas puis là, ils ouais. ont continué d'évoluer pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Euh, mais ton histoire est vraiment différente. Puis je trouve ça intéressant. Est-ce que tu vois ça aussi ou différemment? Non, non, je crois qu'il y a une partie de ça aussi, sauf que il est vrai, Brigitte, que même au Congo, c'est clair que, premièrement, les gens me voient venir. Quand je parle français, on voit très bien que je suis pas locale, donc c'est clair. Et aussi, il y a des petites nuances, même quand les gens parlent en lingala, que je peux pas saisir. Et la politique congolaise, j'y comprends rien. Euh, je sais qu'il y a de la corruption partout au monde, mais au Congo, c'est particulier, hein. Je l'ai vécu moi-même. Euh, au Congo, là, j'ai des exemples vraiment spécifiques où je me dis, oh wow, la corruption, c'est malade, c'est fou. Euh, et donc, euh, et donc je sais que les gens vont me voir d'une façon différente, mais pour moi, c'est vraiment très clair que je suis congolaise. Je suis née dans ce pays. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Je suis née dans ce pays. C'est vrai que je n'y ai pas grandi, mais je crois que j'aimerais faire une contribution. Euh, et en même temps, je crois encore que je suis québécoise. Je suis très québécoise. J'ai grandi au Québec. Donc, Ben écoutez, passe-partout avec nous. ouais, j'ai écouté par, hey, j'étais dans le club des 100 watts, OK? Tata, et tu Ben sais, là. j'étais là, là. Et même quand je retourne à Montréal, je me rappelle de tout. Je me rappelle, là, Boulevard René Lévesque, tu sais, Radio-Canada est là, tu sais, donc, il y a beaucoup de choses que je connais. Donc, je trouve que, pour moi, mon sentiment, c'est pas que, oh, je suis pas sûre. Non, non. C'est vraiment mes deux identités que je combine, tout simplement. Et puis, c'est aux gens qui vont me voir, qui vont me dire, non, t'es pas vraiment québécoise ou t'es pas vraiment congolaise. Ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je suis là, c'est les deux et je les combine, tu sais. Ah, j'aime vraiment ça. Ben, je vais me permettre de te poser la question. On reviendra plus tard à comment tu t'es retrouvée aux États-Unis, Mhm, mais je suis curieuse d'en apprendre davantage sur ta communauté aujourd'hui mhm. autour de toi. Est-ce que tu sens cette même appartenance-là? Parce que bon, tu es maintenant aussi américaine. Est-ce que tu sens cette même appartenance-là à ton quartier, ta communauté autour de toi? Avec qui tu te branches, si on peut dire, Mhm. dans ton univers aujourd'hui? Ouais, donc, pour être honnête, ce sentiment-là d'appartenance, faire partie d'une communauté, je crois pas vraiment que je le sente vraiment où je suis à Raleigh. OK? Pas au même niveau où je me sentais peut-être à Montréal avec ma communauté à Longueuil et tout, tu sais. Pas vraiment comme ça. Et donc, quand on parle de communauté pour moi ici à Raleigh, c'est sûr que oui, je connais mes voisins, on se parle, on rigole et tout, mais c'est pas très proche, hein. On n'est pas super connectés. Là. Il y a beaucoup de choses que je connais pas du tout de mes voisins, mais c'est d'ailleurs un de mes regrets dont je peux te parler, c'est que j'ai essayé de recréer, c'est une tentative, là. J'ai essayé de recréer pour mes enfants une espèce de communauté euh, où ils peuvent s'identifier, mais cette communauté n'est pas vraiment locale. Donc, c'est de genre, j'ai essayé de voir notre famille, mon mari, mon époux, sa famille, il y a de la famille à New York et de la famille à Atlanta. OK? Et donc, tu sais, mes belles-sœurs, mes belles-mères, ma belle-mère, beau-père, tout ça, ils sont comme pas très loin. Donc, 8 heures de route, New York, 6 heures de route, Atlanta. Pas très loin. C'est pas très loin, on C'est s'entend, relatif. là? Donc, j'essaie de voir ça. Puis moi-même, j'ai découvert, j'ai de la famille à Atlanta et j'ai aussi la famille qui a immigré du Congo à Atlanta récemment, qui sont aussi là. Donc, en voyant tout ça, je me suis dit, OK, j'essaie de faire en sorte que mes enfants puissent voir que, oui, ils sont pas seuls au monde où c'est juste leur famille de 5 personnes, puis les autres, c'est juste les amis de l'école et puis tout. Tu sais, j'aimerais qu'ils aient un peu plus de sentiment d'appartenance. Et donc, nous, on voyage beaucoup en voiture et en avion, beaucoup. Et c'est pas au hasard, là. C'est intentionnel. Tu sais, c'est comme, je fais ça exprès pour qu'ils puissent voir que non, il faut rester connecté. Et donc, c'est ça un peu ma communauté. Euh,
je veux pas dire communauté artificielle, mais quelque chose que j'ai essayé de créer pour eux. C'est pas vraiment parfait parce qu'on se voit pas très souvent, mais tu sens que, et ça j'en suis fière, qu'il y a comme une connexion parce que même mon jeune qui vient d'avoir 18 ans, qui est adulte maintenant, mon plus vieux, tu sais, il va appeler, tu sais, il va appeler au téléphone sa cousine. Pourtant, ils vivent pas dans le même coin, tu sais. Ou il va me demander est-ce qu'on devrait pour Thanksgiving, on devrait aller lui-même, il va prendre l'initiative de dire on devrait aller voir telle personne ou on devrait faire telle chose. Donc c'est ça un peu que j'ai essayé de créer. Mais j'ai quelques amis ici, super sympas. Euh, J'aime bien vivre ici, mais il y a toujours ce manque-là de, de, en anglais, c'est closeness, donc où on se sent vraiment très Ouais, proche, hein? d'intimité, là. L'intimité avec des amis qui sont vraiment très proches. Ça, je le sens pas à part avec la famille dont je te parle qui est à Atlanta et à New York. C'est ça que, c'est comme des satellites. C'est comme une communauté satellite, là, que, que Oui, j'essaie de oui, mettre ben, ensemble. une diaspora Ouais, une familiale. diaspora, exactement. Donc, c'est ça. Et puis, évidemment, si tu regardes notre budget familial, là, je pense que les billets d'avion, c'est ce qu'il y a, là, c'est la plus grande partie de notre budget familial. Parce qu'on essaie d'être à Montréal au moins 2, 3 fois par année. Et puis, évidemment, comme je te dis, Wow! on prend la route beaucoup. Atlanta, New York. Donc, c'est ça. Wow! 2-3 fois par année, même. Oui, ben ça, C'est. c'est avant COVID et maintenant que COVID, la pandémie Oui. est terminée, là, ouais. Wow! OK, oui, parce que donc, tu mentionnes. Ben, ta famille est encore largement à Montréal, donc Mhm. tu viens encore les visiter. Oui, en effet. Maintenant, j'ai aussi la famille, en fait, en Alberta, là. Donc, la dernière fois que j'étais au Canada, on a fait un saut à Montréal et un saut à Calgary. Passons. On va passer juste une minute. Non, non, peut-être pas une minute, peut-être 2-3 minutes. On est passé un peu vite là-dessus, le fait que Mhm. tu étais la seule enfant noire à l'école primaire, à l'école secondaire. La façon dont tu en parles, j'ai l'impression que, à tout le moins à ce moment-là, ça t'a pas frappé. Mhm. Comme tu dis, jusqu'à ce que tu te rendes à Marianapolis. Euh, Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, non, c'est réel. J'ai pas vraiment. Mais je veux dire, visiblement, j'ai noté, j'ai observé que j'étais la seule noire. C'était clair, ouais, au secondaire. Mais, je veux dire, j'ai pas vraiment vu un effet où ça n'a pas vraiment fait de différence, ça m'importait peu, là. OK. Parce que je me suis sentie vraiment à l'aise. Je pense que mes années, si je veux être honnête, là, les années au secondaire, ça a été une période, une des plus belles périodes de ma vie. Parce que j'ai eu des amitiés très fortes. Et puis, chaque fois que je pense au secondaire, je me dis, les belles années. Donc, pour moi, ça avait aucune importance que je sois la seule noire. Mais c'est une réalité que quand tu regardes après, tu dis, oh oui, tu étais vraiment la seule noire. Est-ce que tu penses que tes parents l'ont ressenti, ça? Hum, Est-ce que tu penses que, comme, en partie, tout allait bien parce que tes parents, tu sais, faisaient le travail en background de gestion de certains aspects ou que peut-être eux, ils ont senti, je sais pas, de la discrimination ou yeah, des effets secondaires de... ouais, ouais, c'est vrai. Mais je dois te dire, Brigitte, que c'est peut-être pas clair dans ce que j'ai dit, là, mais j'ai ressenti de la discrimination vivant au Québec. Et je peux dire beaucoup même, plutôt à l'élémentaire. C'est comme si OK. en entrant en secondaire, c'est comme si ça avait disparu parce que le contexte dans lequel on était dans l'école internationale, là, l'école d'éducation internationale, tout le monde était super ouvert, flexible, et j'ai pas vraiment senti de racisme dans cette école-là. Mais avant, à l'élémentaire, à l'école publique à Longueuil, euh, mais malgré que j'avais beaucoup de bons amis, dans la rue, quand on jouait avec les enfants et tout, j'en ai eu des insultes, là, puis des fois, au point où j'évitais d'aller au parc si je voyais que il y avait beaucoup trop de gens. Des fois, je passais, je me disais, oh, il y a comme, ou les 3 gars qui m'ont insulté la dernière fois, ils sont là, donc je vais revenir demain, du genre. Donc, tu vois, donc ça, il y avait comme une influence. Donc ça, je l'ai vécu. Mais je crois que c'est devenu comme, je pense que peut-être ça s'est amélioré peut-être quand je suis entrée au secondaire, mais j'ai pas vu autant de discrimination. Mais mes parents, ils savaient que j'étais une minorité au secondaire, mais encore une fois, je crois pas que ça leur importait que je sois la seule noire. Et puis peut-être que c'est une façon de me dire que, hey, même si t'es la seule noire, là,
prends ta place, ça n'a pas d'importance. Et c'est une façon de me former, de m'éduquer, de dire que, hey, ça n'a rien à voir, la couleur de ta peau, tu peux faire ce que tu veux, tu peux participer à plein de clubs, à faire différentes activités. Ça a rien, tu sais, ça n'a pas d'importance que tu sois la seule noire, on s'en fout. Donc, je pense qu'ils m'ont aidé dans ce sens-là. OK. On reviendra peut-être à ce sujet-là plus tard quand on parlera de ta transition vers les États-Unis. Mais j'aimerais parler un peu des choix, parler des choix et des moments charnières qui ont rempli l'espace et le temps entre, disons, le secondaire et ta vie d'aujourd'hui. Mhm. Tu en as mentionné quelques-uns déjà, mais je te laisse choisir en ordre chronologique ou non chronologique, qu'est-ce qui t'apparaît le plus important Comme au choix. cours des dernières années? OK, ouais, c'est vrai. Il y a définitivement plusieurs choix que j'ai faits dans la vie qui ont changé ma trajectoire de vie. Je crois un des premiers choix, c'est mon choix d'études. Donc, en quittant le cégep, j'avais étudié en sciences pures. Et puis, même au secondaire, là, j'ai toujours été assez forte dans à peu près toutes les matières. Donc, que ce soit le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences, pour moi, bon, ça se passait bien. Donc j'ai eu beaucoup d'influence de mes parents. Et peut-être ça revient à la question que tu posais avant, par rapport au fait que, comme tu es une minorité et qu'il y a de la discrimination, essaie de trouver un domaine qui est un peu plus difficile dans le sens où, ben difficile, ça on s'entend, là, dans leurs propos, tu sais, qui sont assez peut-être contingentés ou qui sont plus exigeants vraiment, où tu peux faire ta place malgré le fait que tu sois noir et que tu puisses tu puisses avoir une carrière où, même si les gens voulaient te discriminer, t'es tellement forte dans ce domaine-là qu'ils n'ont pas le choix, tu vois. Donc, c'était genre le genre de conseils que mes parents me donnaient. Et je dois dire qu'ils m'ont influencé de façon assez forte à aller dans le domaine que les gens n'aimaient pas, dans les mathématiques, les sciences, parce que pour moi, c'est le fun, les mathématiques, résoudre des problèmes et tout ça. Moi, j'adorais ça. Faire de l'algèbre, c'était cool. Est-ce que c'est une passion? Une passion, je crois pas. Mais, hey, ça se passe bien. Bon, c'est intéressant. C'est quelque chose d'intéressant à faire. On peut voir où ça va m'amener. Et donc, c'est dans cette veine-là que je suis allée en génie électrique à McGill pendant 4 ans. Et ça, tu ne dois pas le savoir, Brigitte, mais les 4 ans à McGill, là, c'était pas de la blague. Pas du tout. OK? Ça, là, les 4 ans à McGill, je dois te dire, ça a été les années les plus difficiles. Parce que moi, j'entrais là en pensant que j'étais super brillante. OK? Donc, je pensais que, hey, moi, ça va bien, j'ai des bonnes notes. J'entre là, tu sais, je peux prendre ça cool, tu sais. Mais non. Donc, ça a été difficile. J'avais jamais de ma vie coulé un cours. Imagine, Brigitte, j'arrive à 20 ans, là, à l'université, puis j'ai coulé un cours. Ouh, ça a dû faire mal. Je savais même pas que c'était possible dans ma vie que ça puisse m'arriver à moi. Mais c'est une question même identitaire, là, parce que... Non, mais on rit aujourd'hui, là, mais c'était vraiment pas drôle, j'en suis convaincue, là. Ouais. Parce que puis bon, t'as mentionné qu'on était là à l'École internationale, là, être, entre guillemets, doué, c'était au cœur de notre identité. Puis comme tu dis, t'étais parmi celles qui avaient d'excellentes notes parmi les doués, donc je peux imaginer que oui, c'est ça ça. a dû fesser. C'est drôle parce que je me rappellerai toujours du prof qui m'a coulé, ce qu'il m'a dit, parce que je suis même retournée à son bureau. Parce que c'est genre que j'ai coulé, puis genre, il me manquait 2 points, là, genre 58. OK, puis il fallait avoir 60 pour passer le cours, whatever. Et donc, je suis allée, parce que dans ma tête, c'est impossible, non, ça ne peut pas m'arriver. Et je me suis assise avec mon professeur, puis même il regardait mon final, mon examen final, puis il était là, bon, je pourrais te donner un demi-point ici, mais ça te donne toujours 58,5. Mais, tu sais, donc, puis là, il me dit, regarde, Bélou, c'est pas grave, reprends mon cours et tu vas réussir la prochaine fois. Et quand tu vas être dans 20 ans, là, ça aura vraiment aucune importance que t'aies coulé mon cours.
Est-ce qu'on devrait le nommer et dire c'était quoi le cours, juste pour montrer que on s'en souvient? On s'en souvient. Je pense que c'est quoi? Est-ce que c'était des maths ou Non, c'était un cours de génie. Euh, ben, OK, c'est le cours de, je pense que c'est Signal and Systems. OK? Et OK. puis, donc c'est ça. Donc ça a été, tu sais, t'imagines, ça a été assez troublant. Maintenant, j'en ris, mais à cette période-là, ça a changé. En fait, ça m'a rendu vraiment humble. Et depuis ce jour-là, là, je ne surestime plus mes capacités comme je le faisais avant. Et donc, peut-être c'est une façon de grandir aussi, hein, de vieillir. Hein. On n'est plus enfant, là, on réalise que, ah ouais, t'es pas aussi bonne que tu pensais. Hein. Donc c'est ça. Donc, et après les 4 ans, j'étais vraiment fière d'avoir terminé parce que je me suis dit, waouh, j'en ai vraiment sué, hein, pour arriver à accrocher mon diplôme de génie électrique. J'étais vraiment contente de, ah waouh, je suis passée au travers, j'ai réussi, mais ça a été assez difficile. Et donc, tout ça pour dire que j'ai, je suis allée dans le domaine ben, du génie dans le sens logiciel, hein, test logiciel. C'est là où j'ai eu ma première job après l'école. C'est là d'ailleurs où j'ai déménagé aux États-Unis. Et, euh, et j'ai bien aimé, en fait, j'ai bien aimé ma première job. Les jeunes avec qui on travaillait, c'est sûr qu'on travaillait beaucoup, les 50-60 heures par semaine, mais c'était le fun. On était tous des jeunes dans la vingtaine. Et puis, on essayait de résoudre des problèmes ensemble et tout. Et puis, quand on avait une réussite, tu sais, on célèbre en équipe et tout. C'est vraiment cool. Mais avec les années, je crois que c'était pas vraiment ma passion. Et maintenant, je le reconnais aussi. Et je sais pas si tu te rappelles, mais à Montréal, en tant que jeune, j'étais un peu dans les communications à Montréal, tu sais, comme j'ai mentionné, le Club des 100 watts, Côté Jardin, Salut Bonjour, Les Héritiers du Val. Donc, je faisais un peu des choses à la télévision ou à la radio. Et puis, je sais que ça, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Mais en parlant avec mes parents, quand j'ai fait ce choix, je disais à mes parents, j'aimerais peut-être aller en journalisme ou en communication, tu sais. Je pense que c'est là que j'aimerais. Et puis, il y avait le fait que, ouais, mais t'as des bonnes notes en mathématiques et en sciences. Pourquoi tu sais, tu peux, maintenant, t'as pas un diplôme en génie et puis t'es à la télé déjà, donc c'est quoi le problème? T'as pas besoin d'étudier ça comme tel. Donc, c'est ça comme leur argument, n'est-ce pas? Que t'avais pas besoin d'étudier pour vraiment entrer dans le domaine des communications si tu voulais le faire parce que t'as déjà comme des connexions. Donc, tu étudies quelque chose qui est un peu plus comme ça, t'as comme un plan B. Si ça fonctionne pas, là, t'as ton plan B. Donc, c'est avec ça que j'ai fait ce choix-là. Mais maintenant que je réfléchis, je me dis que peut-être que si j'avais continué et fait ce choix-là, ma vie aurait été différente. Et puis, bon, j'aurais peut-être eu plus de passion. Euh, donc, ça, c'est un choix intéressant qui a un peu changé le cours de ma vie. Question, madame. J'en ai plusieurs, mais une que j'aimerais explorer, puis on reviendra à la question des médias dans un moment, mais tu as choisi ou il t'est arrivé d'aller à Marianapolis et à McGill, malgré le fait que tu avais été élevé en français, que tu étais allé à l'école en français. Est-ce que c'était un choix spécifique qui a été fait à ce moment-là, d'étudier en Oui, anglais au postsecondaire? oui, c'était un choix spécifique. Et encore une fois, beaucoup d'influence parentale. Parce que le français, je connais bien le français depuis que j'ai étudié en français. Donc, le fait que je connaissais bien l'anglais, mais que je voulais le parfaire et que ça m'ouvrait des portes non seulement au Québec, au Canada, mais à travers le monde. En parlant anglais, tu peux probablement te débrouiller dans plusieurs pays. C'était ça l'idée, c'est d'après le secondaire. Tu connais ton français, va étudier en anglais. Et c'est d'ailleurs, moi, je connaissais pas Marianopolis du tout. Du tout, du tout. Je savais même pas qu'il y avait un cégep à Montréal qui s'appelait Marianopolis. C'est mon père est un éducateur. Donc, il faisait ses recherches. Puis là, il essayait de voir, tu sais, quel cégep qui peut être un peu poussé en anglais, qui peut la challenger, tu sais, qui peut lui mettre des défis et tout. Et c'est là qu'il a trouvé ce cégep-là. Il m'a encouragé d'aller là. Et après ça, encore une fois, d'aller à McGill, j'allais continuer en anglais, donc McGill, Concordia ou d'autres universités. Mais il y a toujours cette idée-là de, de, pour mes parents, de prendre le choix difficile. Comme ça, tu sais, t'as plus d'options. C'était ça vraiment l'idée. Mais bon, c'est pas une mauvaise idée, sauf que les choses changent, hein, quand on vieillit. Et je sais pas que je ne crois pas que j'aurais le même conseil à donner à mes enfants de façon honnête. Euh, quand je
quand je regarde derrière moi, là, je vois que je pense pas que ce serait le même conseil que je donnerais à mes enfants. Mais quand même, je veux dire, je suis très, très heureuse, là. C'est pas ça le problème, là. Ben là, tu m'intrigues, fait qu'il faut que tu me dises pourquoi. Si tu Ben, veux, en pourquoi tu fait, leur donnerais un autre conseil? parce que, parce que en grandissant, j'avais le désir de plaire. Je m'en suis rendu compte avec le temps seulement. Il y a encore des séquelles de ça que je vois dans ma vie, là. Donc, je veux pas contrarier. Ma personnalité est telle que j'aime pas trop contrarier les gens et j'aime faire plaisir et ça veut dire que parfois faire plaisir, ça veut dire faire des choses pour les autres qui ne te conviennent pas à toi, mais que tu fais pour faire plaisir aux autres, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, je voudrais que mes enfants, par exemple, puissent faire vraiment ce que eux ils pensent. Moi, je peux les guider. Et en fait, je crois que c'est ça que mes parents faisaient, c'est que moi, ma personnalité est telle que ils étaient seulement guides pour moi. C'est ce que moi, j'allais plus loin que non, je veux vraiment leur montrer que je suis capable de faire telle chose et tout et tout. Je veux leur montrer. Mais non, mais à toi aussi, qu'est-ce que tu veux faire toi-même? Qu'est-ce que tu veux te montrer à toi-même? Et donc, c'est ça peut-être l'emphase que j'aurais avec mes enfants si j'avais à faire une petite nuance là, par rapport à comment moi j'ai réagi à, euh, à ces conseils-là, finalement, de parentaux. C'est juste et bon, je te comprends. Je vais revenir vite, vite sur la question aussi d'avoir laissé la télé, la radio sur la glace. Tu m'as rappelé en me parlant que je suis presque certaine que tu étais, toi aussi présente lorsqu'on est allé à la radio avec André Arthur. J'ai une photo de toi et moi devant un micro de Oui, radio. Là. oui, oui. Alors voilà, on s'y retrouve à peine 30 quelques années, 35 ans plus tard. Puis, il y avait pas une émission de télé la fin de semaine aussi, Le Petit Bulletin? Ça s'appelait-tu comme ça? À C'était TQS? quoi? C'était le bulletin de nouvelles jeunes, genre. Ça s'appelait Vidéo en bref, et c'était le week-end. Est-ce que c'était celui auquel tu travaillais Oui, aussi? Vidéo en bref, pendant peut-être une année ou deux. Et Salut, bonjour, et Côté Jardin, c'est deux autres où j'avais juste une chronique chaque semaine. Est-ce que des fois, tu as un petit regret à te dire: «Il me semble que ça serait le fun de travailler dans les médias» ou est-ce que des fois tu te dis peut-être que je pourrais retourner à ça un peu plus? Euh, je crois pas que je voudrais nécessairement retourner à ça, mais ça fait définitivement partie de mes regrets. Je crois que j'aurais pu définitivement évoluer dans les médias. Et ça, je crois, c'est parce que j'avais la passion. Et je me dis que et ça, c'est une autre façon de répondre à ta question avant pour dire pourquoi je n'aurais pas le même conseil euh, que mes parents avaient. C'est parce que une fois que tu as une passion, quoi que tu fasses, tu vas mettre ta passion dans ce que tu fais. Donc, tu sais, tu vas avoir ta propre réussite. Tu sais, parce que tu as mis la passion là-dedans. Donc, donc c'est ça. Ça, c'est un regret. Si j'avais suivi, peut-être que tu sais, les choses auraient été autrement. Mais je crois que d'une façon ou d'une autre, dans ma carrière, j'ai injecté un peu de ça dans ma carrière, dans le sens où euh, même au travail, je suis souvent en présentation, tu sais, puis je fais la présentation pour, peut-être telle conférence ou bien telle session qu'on a et tout. Et j'aime bien, consolider l'information pour essayer de la communiquer d'une façon où les gens vont vraiment comprendre avec des images et tout. Donc, ça, c'est des genres de choses que peut-être que j'aurais fait un peu plus en communication, mais que j'essaie d'injecter un peu dans mon travail. Donc, oui, c'est vrai que j'ai des connaissances techniques, mais en même temps, il y a l'aspect, est-ce qu'on a bien communiqué notre message? Tu sais, est-ce qu'on a permis aux gens de poser des questions? Est-ce qu'on a bien répondu à leurs questions? Des choses comme ça. Donc, il y a une facette de ça qui tout au long de ma vie, là, j'ai fait souvent. Et aussi, quand je suis retournée au Congo en 2008, à mon retour, j'étais tellement déçue de voir euh, le manque de solutions dans certains domaines que j'avais démarré une entreprise, un organisme à but non lucratif pour essayer d'aider les jeunes entrepreneurs du Congo qui essaient de trouver des solutions, mais qui n'ont pas les fonds.
Et quand j'étais au Congo, je demandais, ouais, mais pour faire ça, parce qu'un de mes cousins me parlait d'un projet qu'il voulait faire, puis je lui demandais, OK, mais pour faire ça, t'as besoin de combien? Il dit, ben, il dit, je pourrais commencer peut-être avec 300, 400 $. Je suis comme, c'est tout ce que tu as besoin pour C'est commencer. tout? Et c'est ça qui te bloque, là. Donc, je me suis dit, écoute, je vais retourner. Et puis, on a ensemble essayé de créer cet organisme pour pouvoir avoir des dons. Et puis, on fait le prêt comme des mini, comment on appelle ça? Microcredit. Microcrédit. Microcrédit. Donc, exactement. Donc, pour qu'on puisse encourager ces entrepreneurs à hey, commencer votre projet et quand vous serez en place, vous commencerez à rembourser votre prêt et tout, pour les encourager à, euh, à être responsable, évidemment. Et donc, même en créant cet organisme, tu pouvais voir que mon côté plus artistique, créatif, mon côté créatif est vraiment ressorti où, ah oui, on fait telle chose, donc faire le projet. Et je voyais vraiment que, waouh, c'est là vraiment que tu vois que je suis vraiment passionnée à faire ça. Donc, j'essaie d'injecter ça même dans mon travail tous les jours au bureau où je travaille à la maison, mais avec mes collègues. Toujours multipassionné, avec plusieurs projets sur le feu. C'est stimulant de t'entendre. Puis je trouve ça drôle parce que en mai 2000, tu dis, toi, tu as quitté le Québec, tu t'es installé aux États-Unis. À la même époque, je travaillais à l'époque à l'UQAM. C'était quand je sais pas si je faisais ma maîtrise ou si après avoir fait ma maîtrise, mais je travaillais toujours en recherche à l'UQAM. Et mon sujet de prédilection, moi, je travaillais sur la formation de la main-d'œuvre dans les domaines des technologies de l'information. Ah Et bon? une question qu'on se faisait toujours poser, c'était la question du brain drain. Tu vois, tout le problème de tous les jeunes diplômés, passionnés, brillants comme toi, qui quittaient le pays pour aller travailler aux États-Unis où les conditions étaient meilleures, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas le choix de te poser la question. Cette décision-là, comment tu l'as pris? Est-ce que même c'était vraiment une décision ou c'était un peu, tu sais, go with the flow, j'ai eu une offre, je vais y aller? Est-ce que tu pensais à l'époque que 23 ans plus tard, tu serais toujours aux États-Unis? Parle-moi de ce cheminement-là. Ah oui, c'est intéressant comme question. Donc, le choix d'aller aux États-Unis, c'était un choix très conscient que j'ai fait. Quand j'ai terminé à McGill, il y avait certaines offres d'emploi, même à Montréal. Je me rappelle d'avoir fait quelques entrevues là et puis avoir des offres. Et il y avait aussi une offre, une ou deux offres aux États-Unis. Et l'idée d'aller à l'aventure est vraiment ce qui m'a attirée. Dire que, hey, je connais personne là-bas, je serai toute seule et il faudra que je me débrouille et tout ça. C'est ça qui m'a poussée à quitter le Canada pour aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et donc, j'ai toujours été très curieuse. Est-ce que je savais que j'allais rester là pendant 20 ans? Je ne crois pas que je savais ça. Je ne crois pas du tout. Je pense que j'allais plus pour, ah, on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne. Et donc, et donc, je, quand je suis arrivée à Boston, donc ma première job c'était à Hyannis, à Cape Cod, qui est tout près de Boston. Et c'est là que j'ai rencontré mon époux. Et donc ça, je pense que c'était pas planifié comme tel. Tu t'es pris les pieds. Ouais, c'était pas Ouais. planifié. Et donc lui, il avait étudié en Caroline du Nord. Euh, donc une fois qu'on était là, ah oui, on devrait se marier. Il était là, hey, la Caroline du Nord, c'est une belle région pour élever des enfants et tout. Il m'a même amené, on est allé voir et puis tu sais, il m'a présenté à sa famille et tout. Et je trouvais que c'était un bel environnement. Encore une fois, l'aventure. Oui, La pourquoi Caroline pas? du Nord. Oui, pourquoi pas? Je veux dire, OK, non, il n'y a pas de problème. Et en fait, je ne savais pas que, je m'en rendais pas compte que je m'éloignais de plus en plus du Canada, n'est-ce pas? Donc, Boston, c'est 6 heures de route. Caroline du Nord, on l'a déjà fait une fois, c'est à peu près 15 heures de route. OK? À partir de Montréal. Donc, si je m'éloignais de ma famille, mais dans le fond, tu sais, je me disais, ah, je retourne, tu sais, 2, 3 fois par année, pas de problème. Et tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ce choix-là, par amour pour mon époux, après l'avoir rencontré. Peut-être que si je l'avais pas rencontré, peut-être qu'après quelques années, j'aurais dit, oh, ben, on retourne à Montréal, là, je sais pas, moi. Mais c'est ça vraiment qui m'a amené en Caroline. Et puis, on était bien ici.
on est vraiment très bien ici. J'adore l'endroit et il fait tellement beau, l'hiver comme l'été. Et la plage est là, la montagne est là. On a comme tous, tu sais, tout ce dont on a besoin. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Mais le regret, c'est quoi? C'est que je suis loin de ma famille. Et ça réellement, là, c'est un très grand regret pour moi, très, très grand regret. Parce que en ayant des enfants, comme je t'ai dit, euh, où je dois maintenant créer cet esprit de communauté qui serait plus naturel si leurs cousins habitaient la rue d'à côté ou on est à Longueuil, mais leurs cousins sont à Sainte-Julie. Ça ferait une grosse différence que d'avoir à conduire 6 heures. Et pour moi, maintenant, c'est très important. Et je leur dis même à mes enfants, hey, si vous avez l'occasion, je vous dis, je sais que c'est cool d'aller à l'aventure et vas-y à l'aventure, mais rappelle-toi qu'il n'y a rien comme ce noyau, tu sais, familial où on peut se supporter. Les enfants peuvent parler, peuvent avoir d'autres ressources que leur famille directe. Ah, je peux parler à mon grand-père. Ah, mon oncle, il va probablement, je vais avoir une conversation avec mon oncle, avec ma tante, tu sais, ou avec mon cousin. Tu sais, avoir ces ressources supplémentaires que juste la petite famille, le petit noyau, là, euh, c'est important. C'est important. Pour moi, évidemment. Pas pour tout le monde. Mais pour moi, c'est important et c'est pour ça que je leur dis, essayez de rester en contact, même si vous allez, essayez de vous retrouver toujours, tu sais, parce que, en fait, vous partagez tous le même sang. Vous partagez des ancêtres, vous avez des ancêtres en commun, tu sais. Euh, donc, c'est ça. C'est une chose qui est vraiment très importante pour moi et une des raisons pour laquelle, oui, je suis de la diaspora, ayant non seulement quitté le Congo avec ma famille, mais ayant quitté le Canada pour aller aux États-Unis. Donc, c'est comme 2 fois, j'ai quitté. Et j'aimerais comme retourner peut-être même au Congo pour faire des choses et pour aussi, tu sais, voir un peu, apprendre un peu plus de mes racines, mes origines, être plus près de ça. Donc, Je te souhaite un avenir qui dure très longtemps pour avoir la chance de faire tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres, je t'ai posé plein de questions, là, mais est-ce qu'il y a d'autres moments charnières ou d'autres choix que tu as fait, des événements importants dans les 30 dernières années, à peu près? oui, ben, un événement important dans les dernières années, très critique dans ma vie, c'est la perte de ma mère en 2015. Euh, ça a été extrêmement difficile. Beaucoup plus que je pensais. Évidemment, on ne pense jamais à perdre un parent, hein. Mais l'impact que ça a eu sur ma vie, là, c'est énorme. Euh, et donc, je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle faisait vraiment partie du noyau. Et une fois qu'elle est partie, j'ai senti que il y avait comme désintégration, si tu veux, des branches de la famille. C'est comme si elle était là, puis elle tenait tout le monde autour, là. Maintenant qu'elle est partie, c'est comme il y a un vide pour tout le monde. C'est comme on est, we're all over the place. Mais quand elle était là, c'est comme, oh, tout le monde, on est là où on se rejoint tous chez nos parents et tout. Et donc, ça a eu vraiment un impact. Et ça aussi a eu un impact très fort sur mes enfants qui étaient très près de leur grand-mère. Et ce qui est drôle, parce que c'est malgré la distance. Donc ça, c'est une des choses que je me dis, c'est une bonne chose de voir que la perte de ma mère a eu un impact très grand sur mes enfants, malgré le fait qu'ils ne la voient pas tous les jours ou toutes les semaines. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on allait, on essaie vraiment de créer les liens. Et des fois, elle venait nous voir aussi et tout. Donc, ils en parlent encore aujourd'hui, imagine. Ils vont parler de leur grand-mère, là. Donc, c'est vraiment qu'elle a eu un impact dans leur vie, malgré la distance. Et donc, ça m'a fait penser au fait que tu sais, demain, c'est jamais garanti. On se parle aujourd'hui, Brigitte, là, mais demain, personne n'a aucune idée. Donc ça, c'est tellement important que même quand tu penses à tes choix de carrière et tout ça, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus important dans la vie? Et ça, quand j'avais 20 ans, je pensais pas à toutes ces choses-là. C'est maintenant après toute cette expérience-là, je me dis, waouh! Donc vraiment, là, que tu sois allé aux États-Unis, que tu aies telle carrière, this and that, ça n'a pas vraiment c'est pas ce qui est le plus important dans ta vie. Et, euh, et donc, ça, c'est pour ça que ça m'a fait réaliser que prendre soin de moi-même euh, doit être une priorité. Comme ça, j'ai une bonne santé mentale, j'ai une certaine spiritualité qui fait en sorte que je peux être bien avec les gens que j'aime. C'est important. Je crois qu'il y a peut-être des choses dans la vie de ma mère. Elle a des émotions qu'elle a gardées à l'intérieur et des choses comme ça,
où elle prenait beaucoup soin des autres, mais jamais d'elle-même. Et puis peut-être que, bon, il y a certaines choses dans son évolution, je dois apprendre de cette vie qu'elle a eue. Donc, et cette vie qui a été très courte, qu'est-ce qu'elle est morte, je crois, vers 64 ans, donc très jeune. Et j'aimerais, non, ça m'a tellement marqué que j'aimerais être là le plus longtemps. Donc, je fais tout ce qui est possible pour être là le plus longtemps possible, que ce soit santé mentale, prendre soin de moi-même. Est-ce que je vais bien? Est-ce que, tu sais, j'extériorise mes émotions? Est-ce que, en termes de spiritualité, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis entourée des gens que j'aime? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je marche tous les jours? Tu vois, des choses comme ça. Ouais. Pour faire en sorte que, tu sais, je suis bien dans ma peau et puis peut-être que ça va avoir un impact sur la longévité de cette vie. Euh, Premièrement, je suis triste de l'apprendre pour ta mère parce que c'est vrai, 64 ans, c'est tellement jeune. Puis Ouais, on est probablement jamais préparé à ouais, c'est perdre ça. sa mère, mais bon. Mais je t'écoute, puis je mets en perspective tout ce que tu as dit dans les 30 dernières minutes à peu près quand tu parlais de l'importance pour toi de garder tes enfants connectés avec Mhm. les cousins, puis tout ça. Puis quand tu dis, ben, on a perdu ma mère, puis ce réseau-là s'est effondré, mais en fait, le flambeau a été passé à toi, tu sais. C'est drôle parce que Je trouve que j'ai pas eu besoin de le dire. Tu t'es rendu compte que c'est ça qui s'est passé. C'est exactement ça. Ben, moi, c'est ça que moi, je ressens. Euh, Vrai ou faux, mais c'est ma perception à moi, OK? Que quand elle est partie, euh, elle a laissé un vide. Et c'est comme si j'étais appelée à remplacer ce vide. Et je sais pas si c'est elle qui me parlait tu sais, d'un autre monde qui me parlait, n'est-ce pas? Pour me dire que non, maintenant que je suis partie, c'est toi, là. Et puis, je le sens réellement de façon très forte parce que, honnêtement, j'ai l'impression d'être au milieu de tout. Donc, les conflits entre les gens, tu sais, j'essaie de ramener les gens, tu sais. Puis quand je vois un impact du fait que j'étais là pour les aider à, hey, parlez-vous, tu sais. Parce que c'est ça que ma mère faisait. Je blague pas, là. Des fois, elle prenait l'avion. Je me rappelle très clairement. Elle a pris l'avion une fois pour dire non, non, moi là, je veux qu'on règle ça. Aujourd'hui, on va s'asseoir, on va parler. OK? Hey, c'est vraiment comme ça qu'elle. Puis c'est drôle, puis je me suis rendu compte que j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait une action très semblable avec des membres de famille où j'ai dit non, 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 je peux pas. C'est comme ça fait 1 an, 2 ans là, que les gens se parlent pas. Non, non, non. Il faut qu'on s'assoie et qu'on parle et qu'on on résolve ce problème-là. Donc, c'est comme là, je me suis rendu compte, waouh, je suis comme ma mère, on dirait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû remplacer. Mais c'est pas quelque chose c'est pas un effort. C'est comme si c'est un appel naturel. C'est pas comme si je me sens forcée à le faire. C'est juste naturellement la place que j'ai prise sans le forcer, tu comprends? est-ce que c'est un rôle que tu joues aussi dans ton travail? Un peu Ah, médiatrice, genre? Mon Dieu, c'est vrai, c'est vraiment très vrai. Et donc, c'est peut-être une partie de ma personnalité, je sais pas, peut-être une partie du fait que j'aime pas, si je me sens pas à l'aise dans le conflit, même si je suis pas nécessairement la personne qui est dans le conflit. Donc, j'ai toujours une tendance à, est-ce qu'il y a une façon que je pourrais parler à telle personne pour qu'elle s'ouvre à cette autre personne? Tu sais, j'ai toujours une tendance à faire ça et tout, même au travail. Ça, je le sais que c'est pas non seulement ma perspective, mais j'ai entendu d'autres gens me dire, hey, mais Bilou, est-ce que tu peux peut-être te joindre à notre meeting là, pour que, tu sais, aide-nous un peu à négocier un peu là-dessus. Donc, Un peu conciliatrice ouais, peut-être, c'est ou ça, médiateur, conciliatrice. négociatrice. Ouais, voilà. Alors voilà peut-être une autre option de carrière pour toi, la retraite consultante en gestion de conflit, pourquoi Voilà, pas? on sait jamais. Ça viendra ensuite. Euh, J'aimerais te poser la question qui, pour moi, est évidente. Quand, et on va pas se péter les bretelles qu'au Canada, la situation du racisme et tout ça est super, loin de là. Euh, mais la situation a été particulièrement explosive aux États-Unis dans les 3 dernières années, Mhm. mettons. Ça a toujours été un problème, mais c'est peut-être plus visible qu'avant, je ne sais pas. Ou enfin, on en parle. Enfin, je serais curieuse d'avoir ta perspective là-dessus. Comment tu vis ça? Et en particulièrement ayant des enfants. Oui, c'est ça. Donc, je vais te répondre de façon assez honnête, OK?
parce que je crois pas que ma perspective soit nécessairement la perspective qui est commune et standard ou la perspective auquel les gens s'attendent, à laquelle les gens s'attendent. Donc, pour ce qui est du racisme, c'est vrai qu'évidemment, il existe pas seulement au Canada, aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, le racisme. En fait, la peur de ce qu'on connaît pas, tu sais, c'est vraiment ça pour moi. Ça fait partie un peu du racisme. Et donc, c'est là, ça existe. Est-ce que je le vis de façon très extrême ici ou est-ce que c'est vraiment visible? Moi, personnellement, et mes enfants, personnellement, je pourrais pas dire que c'est vrai. OK? Je ne le sens pas personnellement où on habite ici en banlieue, en banlieue de la ville de Raleigh, là. Et c'est pas quelque chose qu'on sent vraiment dans notre milieu où on évolue. Mais il reste que ça existe autour de nous. Euh, je crois que c'est important pour mes enfants de savoir que qu'ils sont noirs et puis que le fait d'être noir a une influence sur comment ils sont vus par d'autres personnes, par des gens qui ne connaissent pas. Ça a une influence. Certaines personnes peuvent les voir seulement, les voir, même pas leur parler, et directement avoir une opinion à cause des préjugés, ouais, avoir une opinion directement sur eux. Et donc ça, je veux qu'ils le sachent. Euh, cette idée-là, qu'il ait cette idée-là en tête. Um, mais mais tout ce qui s'est passé aux États-Unis, um, c'est vraiment dur de prendre de prendre une position d'un côté ou de l'autre. Du côté des gens qui ont cette peur et du côté des gens qu'on appelle victimes. Parce que moi, personnellement, là, je suis noire, mais jamais tu vas me voir me considérer une victime. Jamais je vais utiliser ça pour me qualifier. Donc, non, moi, je suis noire et je suis victime de racisme. Je vais pas me caractériser comme ça. OK? Et donc, ça, c'est une position que j'ai et que j'espère que mes enfants aient, qui n'est pas comme cette idée de ah oui, c'est vrai, nous, faut faire attention, on est des victimes de racisme. C'est pas comme ça que je veux qu'ils évoluent dans leur vie. Ils sont êtres humains, point à la ligne. OK? Tu es être humain et tu fais ton chemin. Tu réalises qu'il y a certaines réalités autour de toi. Tu fais avec, tu évolues et tu vas voir que par rapport à la façon dont tu gères les situations, les gens peuvent être amenés à changer. Moi, j'ai vu des choses, même au travail. J'ai vu des gens que quelqu'un pourrait dire, tu sais, la façon où ils réagissent par rapport à communiquer avec moi, c'est une façon. Et tu peux te dire, quelqu'un peut te dire, ah, ben, peut-être que, tu sais, cette personne-là, elle a peut-être des préjugés sur les noms. Mais moi, j'ai comme, c'est possible. Je sais pas, peut-être. OK? Mais c'est pas un obstacle. Je continue. Parce que j'ai aucune preuve comme telle. Je me dis, ouais, c'est possible, ouais. Et je continue. Et puis, tu vois que quand on est amené à travailler ensemble parce qu'on n'a pas le choix, on est dans la même équipe, et que avec le temps, moi, j'ai ça derrière la tête que c'est possible, mais t'es pas sûr à 100%. Et tu continues de travailler avec la personne et montrer que, hey, tu échanges sur certaines choses. Oh, on a des choses en commun. Oh, toi aussi, t'es un enfant. On commence à parler. Et tu vois qu'il y a une évolution que maintenant, c'est comme, après un an de travailler ensemble, la personne se confie à moi pour plein de choses. Donc, quelqu'un pourrait dire au début, quand on s'est rencontrés, que ah, cette personne-là est tellement raciste. Mais avec le temps, on a appris à se connaître. Donc, pour ça, j'amène cet exemple pour dire que euh, j'aimerais que mes enfants ne voient pas l'histoire de racisme qu'être au centre de leur vie. En fait, j'aurais aimé que chacun, même dans cette société, on voit ça de cette façon-là, pour pouvoir vraiment briser les barrières et ouvrir, au lieu de toujours crier, donc toujours crier, si jamais cette personne-là ne me parlait pas, avoir comme un ton bizarre en me parlant directement, j'irais chez mon boss, que cette personne-là est raciste ou cette personne-là a fait telle chose. Parce que c'est ça la tendance. Quand on se met comme victime, la tendance, c'est de chaque fois que tu vois quelque chose qui est louche, qui est pas catholique, tu te dis, ah, ça doit être le racisme. Mais moi, c'est pas ça comme ça que je vois les choses. Et donc, j'aimerais que les gens soient plus ouverts là-dessus. Il n'y a pas crier raciste pour tout. Et puis, tu sais, pour amener les gens vraiment à plus se connaître. Donc, c'est un sujet vraiment difficile. Euh, et je veux pas que ce soit interprété en voulant dire qu'il n'y a pas de racisme, ça n'existe pas. C'est clair, ça existe. Moi, je l'ai vécu avec des traits clairs, donc négresse et tel. Ça, j'ai des termes comme ça, je les ai entendus comme enfant, donc ça, c'est clair. C'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est comment on interprète ça et comment on évolue dans ça pour qu'il y ait un changement dans l'avenir. C'est ça, pour moi, qui devrait être le focus dans notre vie. Donc, c'est un peu ça ma position, mais
Je sais pas si ça t'aide un peu à comprendre, là, si j'ai bien répondu. Oui, 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 non, complètement. Puis, parce qu'en fait, j'ai des amis américains ici en Colombie-Britannique, tu sais, qui sont venus, qui sont, mais j'essaie d'y penser, est-ce que, en fait, il y en a pas qui sont noirs, mais qui sont américains expatriés parce que ils sont plus capables, pour faire un shortcut, là, tu sais, de OK, vivre avec la situation euh, dans leur pays, tu sais. OK. Fait que moi, j'ai comme cette curiosité-là, tu sais. Est-ce que des fois, tu te dis, ben, on serait mieux, mettons, au Québec ou quelque chose, Ah, mais j'ai OK. l'impression de ce que tu me dis que ça fait pas vraiment partie de ta réflexion. Non, pas vraiment, parce que en fait, comme je te dis, au Québec, là, il y en a eu des préjugés. Donc, moi, je me dis que même si tu vas dans un autre pays, c'est cette réalité-là, tu peux la trouver n'importe où. Et ça peut être pas nécessairement parce que t'es une minorité visible, ça peut être la religion, tu sais, t'es musulman ou t'es chrétien, tu sais. Donc, n'importe où tu vas dans le monde, tu vas avoir, tu pourrais rencontrer ces réalités-là. Donc, ça n'a pas vraiment fait partie de ma pensée vraiment à savoir si je devrais déménager au Canada. Peut-être que ce serait mieux ou je devrais fuir les États-Unis et tout. Tant mieux, tant mieux. Je vais le prendre du bon côté. Tournons-nous vers l'avenir. OK. Puisque tu y as fait référence, je vais commencer en te demandant, puisque nous avons atteint l'âge vénérable de la mi-quarantaine, as-tu l'impression de vieillir? C'est drôle, hein, parce que honnêtement, là, Brigitte, dans ma tête, à moi, là, je suis vraiment pas vieille dans ma tête. Et c'est drôle parce que mes enfants ne seraient pas d'accord. Mais, tu sais, je suis vraiment cool dans ma tête. Donc, Yay! J'aime donc ça! tu sais, Fantastique! j'ai l'impression que, tu sais, j'ai l'impression que en général, je suis probablement la même personne que j'étais au secondaire, tu sais. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des certaines différences, une maturité qui s'est développée, mais, tu sais, à la base, je suis vraiment la même personne. Et vieillir, je ne le vois pas. Peut-être que j'ai quelques cheveux blancs. Ça, je l'ai réalisé il y a quelques mois. J'ai peut-être trois ou quatre, je les compte, trois ou quatre. Euh, mais à part ça, je me sens vraiment jeune. C'est juste d'avoir les enfants, ça te rappelle que en réalité, vraiment, tu n'as pas 20 ans. Hem, mais tu sais, j'essaie de rester connectée à ces jeunes et c'est pas évident, hein. Ces jeunes, le monde dans lequel ils vivent, là, je suis vraiment, médias sociaux, là, ouf! C'est pas facile ça. Je me dis: «Ah, on n'a même pas eu à vivre ça et puis, on était tellement mieux» et je me dis toujours: «On n'aurait jamais dû ouvrir c'est quoi? Boîte de Pandore. Pandore. Pandore, Ouais. boîte de Pandore, on n'aurait jamais dû ouvrir ça. Mon Dieu, c'est vraiment le bordel. Hem, donc mais rester connecté à ces jeunes, you have to keep up. Donc tu dois rester comme alerte. Instagram, Twitter et puis, Snapchat et puis telle chose, telle c'est pas évident. Donc j'essaie de continuer à leur parler. C'est drôle parce que mon fils vient d'avoir, 18 ans. Donc c'est comme: «Bye bye l'enfance» et puis, Oh. je m'en vais prendre ma marche, puis là, dernièrement, parce qu'il s'en va aussi à l'université, dans quelques mois, et donc il sera sur le campus, donc plus à la maison. Et donc, quand je m'en vais prendre ma marche, il me dit: «Hey, maman, je vais aller avec toi». Oh, OK. Donc, là, maintenant, on marche ensemble presque tous les jours, pour 1 ou 2 milles, qui est peut-être 4 kilomètres. Et donc, et j'en apprends encore un peu plus de comment ces jeunes pensent et tout. Et puis, tel ami fait telle chose, prend telle décision et tout. Je suis: «Ah cool». Donc, j'essaie de rester un peu, connectée à ces jeunes. Ça me rend, ça me maintient jeune dans mon esprit. Ça te garde fraîche, Ouais. c'est, positif. Qu'en est-il de ton corps, à part les cheveux blancs? As-tu des Ouais, fois j'avoue. l'impression d'être plus raqué qu'avant ou est-ce que tu fais quelque chose parce que tu as mentionné que tu voulais vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé. Mmh. Ça, c'est vraiment Comment un tu fais ça? objectif. C'est vraiment un objectif et c'est vraiment d'être à l'écoute de mon corps. Je crois pas que j'étais aussi à l'écoute avant, mais même des petits bobos, des petites douleurs ici, je me pose toujours la question: «Mais ça vient d'où exactement?» Et j'ai réalisé que certaines choses, par exemple, une migraine ou un mal de tête, c'est j'ai essayé de voir un pattern, de voir comme si,
quelque chose qui arrive souvent quand j'ai des maux de tête. Et tu vois qu'il y a certaines choses, c'est le stress ou telle activité. Et donc, mais de faire cette analyse-là, pour même les petits bobos, c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que j'essaie d'aller à la source. Donc, l'alimentation, c'est une chose très importante et je suis chanceuse parce que mon mari aussi, mon époux, pour lui, c'est important, l'alimentation. Donc, il fait un effort, il est vraiment fort à, tu sais, regarder les ingrédients et puis essayer de trouver les bonnes choses à acheter pour qu'on mange, pour nous et les enfants et tout. Donc, ça fait partie de ça, de bouger parce qu'évidemment, dans un travail comme le mien où je suis devant l'ordinateur, depuis le matin jusqu'à la fin d'après-midi, il faut que je me lève souvent, donc, et je fasse l'exercice. Donc ça, c'est une chose aussi que je prends à cœur. Je suis une folle de Zumba. J'ai toujours Ah, aimé la wow! danse. J'adore Zumba. Et puis dernièrement, j'ai découvert une autre version, si tu veux, afro version du Zumba, qui s'appelle Jambola, qui se fait à Montréal. La dernière fois que j'étais à Montréal, j'ai fait du Jambola. Pour la première fois, c'était super. C'était et donc, en tout cas, donc, chaque fois que j'ai l'occasion, j'essaie de bouger, danser. Et donc, ça fait partie de la routine j'ai évolué ma routine par rapport à ça. Et évidemment, c'est sûr que le corps, bien manger et bouger, c'est important, mais je reviens à la santé mentale, extrêmement important. La méditation, euh, que je ne faisais pas avant, mais j'ai vraiment vu qu'il y a des bénéfices, il y a des avantages, je veux dire, à faire la méditation et à être bien dans sa peau et spirituellement, mentalement. Et ça a un impact, ça peut avoir aussi un impact sur ton corps. Donc, c'est ces genres de choses, je porte plus attention à ça maintenant, parce que j'ai l'objectif d'arriver à 100 ans, mais en santé, ce qui est pas évidemment. C'est pas évident à faire, évidemment, mais c'est bien d'avoir un objectif qui est difficile à atteindre. Ce serait pas la première fois que tu accomplis quelque chose de difficile, alors, j'ai confiance, je vais gager sur toi. Ben, puisque tu vas vivre si longtemps, je vais te demander, comment espérerais-tu que le monde s'améliore? Puis Mhm. pour t'aider un petit peu, je vais te donner 2 baguettes magiques. OK. Il y en a une que tu peux utiliser pour changer quelque chose à ta vie, à ton monde, OK. le monde autour de toi. Et l'autre baguette magique, tu peux utiliser pour changer le monde. Sky is the limit. Tu fais ce que tu veux avec. Hmm, très bien. Si j'ai un vœu à faire avec une baguette magique pour moi-même, à changer quelque chose dans ma vie, euh, je crois que c'est un peu ridicule, mais je crois que je créerais une île, une île, un monde où j'ai tous les gens euh, que j'aime, que ce soit famille, amis, on est tous là dans le même voisinage et on démarre certaines entreprises ensemble, on est partenaires dans telle chose, nos enfants, comme on a créé une petite communauté là, où on essaie de développer un sens de communauté. On a tous le même objectif et on développe ce sens de communauté qui est plus important que euh, qu'une société vraiment individuelle où ce qui est plus important, c'est faire des choix seulement pour toi-même. Donc, c'est ça que évidemment, c'est un monde de fantaisie, là, mais, enfin, un monde fantastique, mais je pourrais m'imaginer un peu différent. C'est comme si on créait une société où on priorise certaines choses qui ont plus de valeur pour nous, comme la communauté, l'amour, la santé, c'est ça qu'on priorise. Et puis les autres choses qui ont moins d'importance, comme, je sais pas, mais le glamour ou l'argent, les voitures, des choses comme ça, là. Euh, on, donc, on priorise les choses qui vont nous permettre d'évoluer et même de vieillir en santé, peut-être, jusqu'à 100 ans. Donc, ça, Ben, ce serait ça un peu... existe, ça s'appelle, les gens appellent ça des communautés intentionnelles. Ah bon? Il y a des C'est quoi? ben, c'est souvent, c'est pas de la famille, tu sais, souvent Des amis? Mhm. c'est une communauté qui s'organise, c'est un peu comme une coop d'habitation presque là aussi Ah, des OK. fois, tu sais, mais en gros, imagine
une assemblée de condos, ou tu sais, on habite ensemble sur un certain terrain, c'est notre village, mais comme tu dis, j'embarque avec toi. Moi, je trouve ça, c'est tellement une belle idée, mais comme tu dis, c'est un vœu fantaisiste parce qu'on est tellement pris dans là où on habite, tu sais, Voilà. puis t'as la famille à Atlanta, t'as la famille au Québec. Vas-tu forcer à tout le monde à se C'est ça, déplacer tu peux pour... vraiment forcer les gens à bouger, exactement. Mais peut-être une semaine par année. Ah, Ça peut-être, serait un ça bon pourrait départ. commencer là. Oui. Ben, OK, puis maintenant, tu peux changer le monde en général. Hmm. Ouais. Donc, si j'avais à changer le reste du monde, euh, je me dis que il y a vraiment deux ingrédients que j'aimerais comme inculquer dans l'esprit de tout ce monde, toute cette société dans laquelle on vit, et c'est éviter ou enlever la peur des gens. Donc, que ce soit la peur par rapport à n'importe quoi, par rapport à faire une telle activité, par rapport à des gens que tu connais pas, par rapport aux choses que tu ne connais pas. Donc, d'enlever la peur comme émotion qu'on ressent. Et puis l'autre chose, c'est d'enlever comme l'égocentrisme qu'on a. Donc tout est par rapport à nous, tu sais. Donc, et souvent, l'ego et la peur sont des choses qui sont reliées, en fait, parce que tu as peur, parce que tu veux te protéger toi-même et tout. Donc, d'éliminer ces deux choses-là dans l'esprit et dans l'âme des gens, là, je crois que ça ferait une différence majeure dans la société où on vit. Vaste programme. Heureusement que c'est une baguette magique Oui, parce que ça va heureusement que c'est t'en une baguette prendre de la magique. magie. J'ai entendu parler de quelqu'un, comment il s'appelle, donc Bouddha, qui travaillait là-dessus déjà il y a quelques J'avoue. millénaires, n'est-ce pas? Mais j'apprécie l'intention que tu as avec ta baguette magique. J'espère que ça va marcher. En tout cas, on peut continuer de travailler là-dessus ensemble. Ça sera bien le fun. Ouais. Bélou, quel héritage souhaites-tu laisser? Dans longtemps, là, dans 54 ans, Mhm. quand tu vas avoir 100 ans, puis ben, tu vas vivre plus longtemps que 100 ans, là, mais donc dans plus de 54 ans, quel héritage voudrais-tu laisser? Hmm. Donc, euh, si j'avais à choisir certaines choses spécifiques que j'aimerais laisser derrière moi si je pars, euh, définitivement ce sens de famille, de communauté, n'est-ce pas, d'avoir priorisé ça dans ma vie et d'avoir laissé ça derrière moi comme chose importante à cultiver pour les gens. OK? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est une curiosité, un amour pour la vie, tu sais, apprendre des autres, apprendre des choses qu'on ne connaît pas, être curieux par rapport à notre vie euh, et, euh, et aux choses qui nous entourent, finalement. Et la troisième chose, c'est que, et ça c'est plus même concret, si tu veux, j'essaie de laisser pour mes enfants et leurs enfants un, euh, un historique qui est documenté, plus que seulement verbal. Hein. Et donc, je fais vraiment un effort parce que même aujourd'hui, là, j'apprends des choses sur mon arbre généalogique en posant des questions aux gens que je savais même pas. Et je me dis, mais mes parents, pourquoi ils m'ont pas dit ça quand j'avais 10 ans? Donc, il y a des choses que je pose des questions à mon père qui me dit, ah oui, mais tu m'as jamais dit ça. Donc, j'apprends beaucoup de choses sur ma famille, mes ancêtres, sur la vie de mes parents quand ils étaient jeunes. J'ai jamais réalisé certaines choses et donc avoir un historique documenté, laisser ça aux gens, que ce soit des photos, que ce soit des entrevues avec certaines personnes, peut-être un livre que j'aimerais laisser où tu as vraiment la vie de tes ancêtres, que là tu as un document là que tu peux lire et tu peux voir, ah c'était comme ça. Ça serait tellement super de pouvoir laisser ça. Et donc je commence petit à petit à travailler sur ce projet-là. Parce que comme je te dis, demain n'est jamais garanti, n'est-ce pas? Donc, c'est mieux de commencer maintenant. Travailler là-dessus.
Merci Bédou Kayembe et merci à vous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Pour réagir à cette 31e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.